Sur les traces du vivant. Un podcast du Collège des Humanités de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Anne-Laure Ganac. Sur les traces. Sur les traces. Sur les traces du vivant. Qu'est-ce que le vivant? Où ça commence? Où ça finit? Et quelles traces laisse le vivant? Dans quelles traces s'inscrit le vivant? On poursuit l'enquête en se rendant dans les laboratoires de chercheuses, chercheurs, scientifiques de différents domaines. Aujourd'hui, je me rends à l'Université de Lausanne à la rencontre de Joëlle Salomon-Cavin. Elle est maître d'enseignement et de recherche à l'Institut de géographie et durabilité. Qu'est-ce qu'elle fait précisément? Je suis géographe et j'aime à dire que je fais de la géographie urbaine et environnementale. Donc ce qui m'intéresse, ce sont vraiment les relations, l'hybridation aussi entre ville et nature, ville et campagne. J'associe aussi ce que je fais à ce qu'on appelle une géographie plus qu'humaine. Les anglo-saxons appellent ça More Than Human Geography. C'est justement pour dire que dans cette géographie, on ne s'intéresse pas qu'aux humains, mais aussi à d'autres êtres vivants, commencer par évidemment les animaux et les plantes, les végétaux en général. Dans ma pratique, je travaille beaucoup sur cette opposition très traditionnelle en Occident, opposition ville-nature, société-nature plus largement, pour essayer de regarder dans quelle mesure elle est encore effective, mais aussi ce qui permet de largement la dépasser, montrer que la ville n'est pas un milieu contre nature, où il peut être contre nature. Voilà, par exemple, je donne des cours d'aménagement du territoire, quand la ville ou l'urbanisation s'étale sur le sol agricole, on est dans une urbanisation qui détruit une certaine forme de nature. Donc je travaille sur cette relation-là. Et par rapport à votre question du vivant, c'est vrai que ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est de penser la ville comme un milieu de coexistence entre vivants, comme un lieu d'opportunité pour différentes espèces. Sur les traces. Et en quoi est-ce que votre travail dans ce champ-là vous aide à définir cette notion du vivant? Comment est-ce que vous la définissez? Pour moi, le vivant, c'est tout ce qui est, disons, naturellement animé. Dans mon travail spécifique pour la ville, ça veut dire que je m'intéresse aussi bien aux humains qu'à toutes sortes d'animaux et de végétaux. Je m'intéresse par exemple à différentes formes d'agriculture urbaine, de jardinage urbain. Je travaille actuellement beaucoup sur la question des animaux indésirables en ville. Je prépare une exposition et un ouvrage sur cette question-là. Et de manière générale, sur l'idée de ville comme un écosystème, c'est-à-dire justement en opposition à cette idée d'une ville comme milieu artificiel, sans nature, ou avec une pauvre nature entre béton et bitume, l'idée que la ville est un milieu, un habitat pour tout un tas d'espèces. J'ai un projet de recherche qui porte sur l'histoire de l'écologie urbaine, en essayant de comprendre pourquoi les écologues, donc les zoologues, les biologistes, traditionnellement ne se sont pas intéressés à la ville et pourquoi aujourd'hui ils travaillent en ville. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que, historiquement, la ville n'était pas considérée comme un milieu intéressant parce qu'il n'y avait pas de la vraie nature. Donc il y a une sous-discipline de l'écologie qui s'appelle l'écologie urbaine dans laquelle les écologues maintenant vraiment investissent la ville, sont rentrés en ville et rentrant en ville se sont aperçus que y avait énormément d'espèces en ville, qu'il pouvait y avoir de la biodiversité, que la ville aussi pouvait être un refuge pour certaines espèces, ce qui permet vraiment de casser cette opposition ville-nature, refuge pour des espèces chassées des zones agricoles par exemple. Donc on est dans l'hybridation, on n'est pas dans les catégories claires.
Et puis, dans mes recherches, j'aime à m'intéresser à différents types de vivants, comme des acteurs de la ville. Ce ne sont pas que les humains, les humaines qui sont actrices ou acteurs de la ville, mais aussi les plantes, les animaux, les vers de terre dans la terre, qui s'ils n'étaient pas là, la terre ne serait pas aérée. Donc, voir tous ces êtres qui peuplent la ville comme des acteurs, en fait, de la fabrique urbaine. Dans le langage commun, le terme de vivant est assez récent dans son usage. On parlait de nature, effectivement, pendant longtemps, ou d'environnement. Vous vous rappelez du moment où ce terme a commencé à vraiment prendre de la place dans votre... Alors, je pense que c'est plus ancien. C'est vrai que moi, je vous raconte mon cheminement, ma carrière. Il y a eu les travaux un peu fondateurs, même s'il y a eu d'autres travaux de Descola, en fait, par-delà... Nature et culture. Nature et culture, où en fait, il signifie bien que cette opposition ville-nature est une ontologie très spécifique au monde occidental, et il y a plein d'autres manières en fait de considérer cette relation. Donc déjà ça cassait en fait un peu la définition un peu universelle comme ça de la nature. C'est une définition extrêmement située. Et du coup, je vois l'émergence de ce terme de vivant ou des vivants comme une alternative en fait pour penser autrement notre intégration, celle des humains dans un monde très hétérogène, fait de différents types de vie animées. La nature, quelque part, nous excluait de la définition, alors que ce concept, on peut dire, de vivant nous inclut, en fait. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de la Modern Human Geography, c'était aussi quelque chose d'important, de dire que la géographie humaine ne traitait pas que des humains, ou de la relation des humains à autre chose, mais pouvait s'intéresser à d'autres types d'êtres. Et ça, c'est un moment important. Il y a des articles qui paraissent dans les années 2000, comme ceux par exemple de Sarah Watmore sur Hybrid Geography. C'est des moments importants en fait, en particulier pour penser autrement la ville comme un milieu vivant. Sur les traces. Mais quand on dit, comme vous l'avez fait, qu'il y a des vivants, est-ce qu'on ne modifie pas encore cette notion ? Alors, j'ai pas la prétention de la modifier. C'est vrai que chaque chercheur, finalement, s'approprie des concepts en fonction de ce qui lui sera utile pour ses propres recherches, pour ses propres analyses. Moi, je parle des vivants parce que ça m'est utile, disons, dans ma manière d'aborder les choses. Je vois vraiment la nature urbaine ou le vivant urbain comme quelque chose d'extrêmement hétérogène. Je m'inscris en faux, par exemple, par rapport à l'idée qui ressort de la nature, de la belle nature, du vert, de ce qui va permettre d'améliorer la ville. La nature peut être extrêmement bénéfique en ville. On parle de qualité de vie, toutes ces réflexions autour des services écosystémiques, les services que rend la nature par rapport au changement climatique, le fait qu'on plante des arbres parce que ça va permettre de diminuer les îlots de chaleur ou ce genre de choses. Donc il y a un côté très positif, très accroché d'ailleurs historiquement à la nature. La nature c'est bien, c'est ce qu'il y a de bien. Et puis on va mettre de la nature en ville parce que ça va permettre d'améliorer la ville qui est une catastrophe pour tout le monde, parce qu'il y a de la pollution, parce qu'on vit mal et tout ça. J'ai fait ma thèse en fait sur la ville mal aimée, et toutes ces images négatives de la ville, la condamnation de la ville. Et quand on condamne la ville, très souvent derrière il y a l'idée que parce qu'il n'y a pas de nature, c'est en opposition très rousseauiste tout ça. Oui, tout à fait. Et la nature, c'est bien par définition, voilà. Et quand je vous dis que la nature urbaine ou le vivant urbain est hétérogène, c'est parce qu'il y a aussi une nature qui n'est pas positive, qui peut être malfaisante. C'est ce qui m'intéresse beaucoup actuellement parce que je travaille sur les animaux dits indésirables. Par exemple, les petites bêtes qui rentrent dans nos maisons. Par exemple, alors ça peut être quelque chose simplement qui nous dérange ou qu'on trouve moche ou qu'on n'aime pas trop. Par exemple, les pigeons, les rats, les souris. Mais ça peut être aussi des choses un peu plus tragiques et qui peuvent nuire à la qualité de vie. Et là, on parle des punaises de lit, par exemple, ou des cafards.
Et ces animaux, finalement, cette nature, ces êtres vivants en ville qui peuvent nous pourrir la vie. Donc j'aime bien les vivants, voilà, ça nous permet de parler de ça et de se débarrasser finalement de la jolie nature, du vert ou de la verdolâtrie, comme disent certains. C'est vert, c'est bien, c'est de la nature. Là, on est dans tout à fait autre chose. Et le vivant nous parle aussi du fait que pour ces animaux-là, donc si je parle de ma punaise ou du cafard, pour lesquels j'ai actuellement une certaine tendresse, en dépit du fait que j'ai eu des punaises à la maison et que tout ça a commencé avec ça, c'est que ce sont des êtres formidablement adaptés en fait à l'environnement construit. C'est-à-dire, pour eux, la ville est leur écosystème. La blatte germanique, on la trouve plus ailleurs qu'en ville. La ville, c'est l'habitat de la blatte germanique, ce qui veut dire que cet environnement artificiel et le milieu de vie de ces êtres-là, de ces vivants, ce sont des animaux sauvages. Sauvages d'une part parce qu'ils se situent dans leur habitat désormais naturel, même si c'est les écologues parlent de seconde nature pour la vie, mais c'est devenu leur habitat naturel, la ville, pour les pigeons, les rats, les cafards, les punaises. Et tout un tas d'oiseaux et d'êtres, bref. D'une part, et sauvages parce qu'ils nous échappent, en fait. On est dans la ville alors qu'on croit que c'est un milieu qu'on peut maîtriser. Et en fait, eux se développent, adviennent complètement en dehors de notre volonté. Et pour certains, ils sont même hostiles. Donc voilà, ils sont des bons maîtres, ils nous enseignent très bien à sortir de cette distinction. Alors nature et culture, c'est vraiment eux qui... Et puis, je dis, il y a le côté acteur. Ils sont acteurs de la ville, à différents niveaux. Encore une fois, ça peut être pour la qualité de vie, participer à la qualité de vie, la biodiversité, mais ils sont aussi acteurs pour certains pour nous pourrir la vie, pour faire des saletés, comme on dit. Ils font de la ville, ils nous montrent la ville comme un espace de nature, en fait, un espace où une vie sauvage peut advenir. Sur les traces. Et maintenant, comment est-ce que l'expression de traces du vivant résonne avec votre travail ? Peut-être dans l'idée qu'on a tendance à ne pas voir certains vivants, certaines formes de vivants en ville, parce que si je vous dis nature en ville, déjà on voit du vert, a priori plutôt végétal, on voit des espaces verts. Bon allez, on va aller vers les oiseaux, peut-être, il y a des oiseaux en ville, mais peut-être y a-t-il tout un tas de traces de vivants qu'on ne voit pas, ou qu'on ne considère pas comme de la nature, ou avant d'y être confronté. Ouais, je vois pour moi, l'idée de trace résonne avec le fait de ne pas voir, de ne pas être attentif à d'autres traces de nature que celles dont on a l'habitude, en fait. Je pense aussi à l'idée de saleté. Il y a beaucoup d'animaux indésirables qu'on associe à de la saleté, tout simplement, qu'on ne voit à peine comme des êtres vivants, finalement, qui participent aussi de l'écosystème urbain. Peut-être que aussi on peut faire référence justement à... Donc je travaille sur l'histoire de l'écologie, oui j'avais sorti mon ouvrage Quand l'écologie s'urbanise avec Céline Grandjou, et dans lequel on s'intéresse à la manière dont l'écologie scientifique entre en ville, ce que ça fait à l'écologie scientifique cette entrée en ville, et ce que l'écologie scientifique fait à la ville. Et c'est vrai que quelque part les écologues historiquement ne voyaient pas la trace du vivant en ville, ou plutôt, pour eux, il n'y avait peut-être que des traces, justement, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Il n'y avait que des bribes de nature, des petites choses qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils trouvaient dans les montagnes, dans les îles, dans les forêts. Donc peut-être que là, la trace résonne avec cette idée de choses à bas bruit, quoi. Et en fait, aujourd'hui, il y a vraiment une entrée... en fanfare de l'écologie en ville. Je dis en fanfare tout simplement parce que les écologues étaient très peu présents dans l'aménagement urbain, dans la gestion des espaces en ville, et aujourd'hui ils sont de plus en plus présents. Donc à ne plus
considérer la ville comme quelque chose où la nature ne prospère pas, mais au contraire un endroit où il y a de la nature et où il faut développer la nature et différents types et une ville vivante quelque part. Sur les traces. Et quels effets est-ce que ce travail a sur vous, cette recherche a sur vous? Quelle trace est-ce que ce travail laisse sur vous et sur votre rapport au vivant? En fait, déjà, je pense que j'ai fait des études de sciences humaines et j'ai toujours une petite frustration par rapport à tout ce qui est biologie, écologie, de ne pas connaître, de ne pas savoir le nom des arbres, de ne pas savoir le nom des plantes et tout ça. Et du coup, avec mes recherches, là, j'ai de plus en plus de connaissances écologiques. Et c'est quelque chose que j'ai appris et qui me fait plaisir. Et puis, ce que j'ai appris, c'est... justement la multiplicité du vivant, et l'idée que tout n'est pas enchanteur dans la nature, qu'il y a plein d'autres types de nature. Confronté à des punaises, vous êtes la proie d'un animal qui vous empêche de dormir, auquel vous êtes allergique en plus, qui vous attaque dans l'endroit le plus intime, dans votre lit. Là où normalement vous pouvez être en sécurité et vous reposer. Donc ces différentes facettes du vivant, je pense que c'est... ouais. Mm-hmm. En complément de cela, quelle trace est-ce que vous aimeriez que votre travail laisse dans votre domaine? Je vous dis, je travaille sur cette exposition actuellement avec le musée cantonal de zoologie qui s'appellera Indésirable. Donc c'est une exposition grand public, donc permettre au public en général, depuis les enfants aux adultes, de voir autrement la nature urbaine, dans son côté qui peut être tragique, mais aussi, et ça aussi c'est important, son côté inventif. C'est incroyable en fait la manière dont tout un tas d'êtres vivants se sont adaptés à l'environnement construit, comment les pigeons ont remplacé leur falaise d'origine par les bâtiments, comment ils peuvent nicher mais n'importe où, comment ils ont des capacités visuelles absolument extraordinaires, Donc oui, si j'aimerais laisser quelque chose, c'est par rapport à cette multiplicité, adaptabilité, le côté noir de la force, mais le côté aussi positif et bienveillant. Cette hétérogénéité en fait du vivant en ville. Montrer toute la complexité aussi du jardinage, dire qu'il y a des choses extrêmement intéressantes dans ces pratiques jardinières et dans le fait que les gens retrouvent en fait le lien à la terre, le lien à l'alimentation, redécouvrent les saisons au travers des légumes qui poussent, mais en même temps dire que c'est pas la solution en ville que de remplacer tous les espaces publics par des espaces en culture, que mettre des salades à la place d'espaces où on peut s'étendre l'été pour mettre sa serviette, c'est pas forcément une bonne solution. Donc un peu poser les choses toujours dans leur complexité et pas non plus se faire a priori le promoteur de tout type de nature en ville parce que c'est bien. Voilà. Donc ce que j'aimerais apporter, c'est ça. Sur les traces. Vous nous avez donné une définition du vivant claire. Dans quel domaine vous aimeriez qu'on se tourne pour compléter votre définition du vivant? Moi, je travaille beaucoup avec les biologistes actuellement, mais je pense que vous en avez déjà rencontré, je peux imaginer. Sans doute quelque chose d'un peu original, vous pourriez aller voir un désinfestateur. Donc quelqu'un dont le métier est de gérer la présence en ville d'espèces jugées indésirables. Je pense que son rapport au vivant serait super intéressant. Assez original. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.